Donc, je me présente, je suis Dr Moubina Djima, je suis du département d'architecture, enseignante-chercheur. Et j'ai beaucoup travaillé à Constantine et là, j'ai fait ma mutation à Béjaïa. Et je suis très heureuse que Belux ait cette on va dire cette occasion, quelque part, de créer le lien entre la recherche et tout ce qui est travail terrain. Donc, ma présentation s'articulera autour de l'urbanuité, un néologisme créé pour mêler un peu l'urbain et la nuit, c'est-à-dire parce que la journée, elle est à la tarification nocturne et on a cherché quelque part à travailler sur le tourisme de nuit. Donc, il est à savoir que quelque part, la ville, elle a toujours été vivante la journée et morte la nuit, parce que c'est la période du sommeil, c'est la période où c'est le temps de repos, etc. Mais par contre, actuellement, elle est dormante, ou elle est quelque part morte. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un stéréotype qui s'est développé, selon lequel la nuit est en étroite relation avec tout ce qui est peur, tout ce qui est, on va dire, un petit peu transgression, et du coup, on essaye de plus vivre la journée que la nuit. Par contre, avec tout le développement par exemple, ce qui a été développé tout à l'heure dans la présentation, donc tout le développement de la ville urbaine ou la vie urbaine, on se retrouve en fait que les générations actuelles, ils n'ont pas d'horloge biologique comme la nôtre. Donc pour eux, la vie, la nuit ou la journée, c'est la vie en général, donc il n'y a pas réellement une limite de programme. Alors, les villes actuellement, quand on rentre dans tout ce qui est compétitivité et attractivité, que ce soit économique ou touristique, on cherche une attractivité et une compétitivité le jour et la nuit. Donc là, on se pose la question, est-ce que réellement on peut créer une urbanuité en Algérie? Et pour cela, il faut savoir que l'éclairage public joue un rôle très important dans le design et la conception de l'urbanité en général, c'est-à-dire toute la vie urbaine de nuit, la vie nocturne. Donc dans cette contribution, je vais vous présenter un petit overview sur la question de l'urbanité et quelque part la place de l'urbanité à Béjaïa et surtout que peut apporter l'éclairage public. Donc, je commence par dire que la nuit ne peut plus être une dimension oubliée de la ville, et bien véritablement parce que non seulement les gens ils sortent pour faire quelque part la fête la nuit, parce que c'était ça un peu la réflexion, maintenant on peut travailler même la nuit, surtout avec le travail, télétravail et tout ce qui s'ensuit, et surtout aussi avec l'économie qui va un petit peu circuler, en allant des magasins qui fermaient à 20h, là des magasins qui fermaient à minuit, voire travailler 24 heures sur 24 ou les grandes surfaces. Voir un peu le besoin de vie de nuit est important, que ce soit pour les villes algériennes que dans le monde entier. Donc il y a les villes qui ne dorment pas, quand on parle de Las Vegas, etc. Mais là, on parle d'une dimension un peu plus petite. On va chercher l'urbanité en Algérie, qu'est-ce que ça donne? Nous ne pouvons plus alors exclure le développement tant économique que touristique de l'urbanité. Si on doit chercher une économie plus développée, on doit chercher un tourisme plus développé, on doit chercher les dimensions bien sûr de jour, mais on doit réfléchir aux dimensions de nuit. Et voir aussi que quand même les touristes, quand on va à une ville, on dort moins. Quand on fait du tourisme, on dort moins que lorsqu'on travaille ou on est chez soi. Donc cependant, la vie nocturne est souvent associée quelque part à tout ce qui est délinquance, tout ce qui est par exemple alcoolisme, etc. Donc quelque part, on se pose la question, comment peut-on travailler sur le tourisme de nuit tout en essayant d'apaiser ces peurs de tout ce qui est délinquance, etc. Donc l'urbanité est un néologisme en fait créé par la combinaison de l'urbanité et de la nuit, c'est-à-dire la ville urbaine et la nuit en elle-même. Quelles sont les dimensions de l'urbanité? L'urbanuité, pardon. Nous avons la dimension économique. C'est quelque part la continuité de tout le travail économique, ou on va dire la continuité du circuit économique, voire la vente des marchandises, et aussi les offices de travail. Actuellement, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font, par exemple, qui arrêtent le travail au-delà de 20 heures.
voire 10 heures, etc. Il y a d'autres entreprises qui font les rotations de 24 heures. Donc il faudra réfléchir à cette catégorie d'office, de bureaux, voire de boutiques qui travaillent dans cette plage-là de la journée. Ensuite, il y a la dimension sociale, où on parle de sécurité, parce que s'il y a une urgence, je dois sortir la nuit, je dois quand même être en sécurité, de santé et bien sûr de sociabilisation, parce qu'il y a des gens qui créent des liens la nuit plutôt que le jour. Alors, il y a aussi le côté ou la dimension touristique, avec les espaces ou les espaces festifs, lorsqu'il s'agit par exemple des fêtes où on doit intégrer la nuit. Alors, par exemple, Belux aurait pu peut-être faire cet événement de jour et de nuit, parce que c'est un éclairage public de nuit. On aurait pu peut-être aussi voir ça, ça aurait donné une autre dimension quelque part. Bien sûr que oui, on n'a pas encore cette culture, c'est ça ce qu'on va voir, on n'a pas encore cette culture de travailler la nuit et de faire la fête quelque part dans le sens jouir, voilà, dans le sens la nuit et aussi surtout se reposer. Parce qu'on va voir aussi quelle est l'importance de l'éclairage public lorsqu'il s'agit du repos ou du sommeil. Donc, et la dimension urbaine, c'est la gestion des espaces communs ou des espaces publics, parce qu'au final, ces espaces comme le débat qui a été soulevé tout à l'heure, est-ce que c'est un espace public privé ou public commun? Est-ce que, par exemple, la façade de mon voisin m'appartient ou c'est sa façade à lui? Alors là, on va voir tout à l'heure, un petit peu, on va discuter de ça. Le partage des lieux et bien sûr la gestion des foules, parce que l'éclairage public, il joue un rôle très important dans la gestion des foules lorsqu'il s'agit des grands événements. Alors, par rapport à l'urbanité, une politique pour un développement touristique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le Night of Arts à Helsinki, qui est quelque part, on cherche à intégrer, tant qu'il y a une vie la nuit, même si c'est une catégorie mineure ou majeure, on doit réfléchir quelque part, lui donner des thèmes, à lui donner de l'importance et à la faire développer. Par exemple, en Europe ou ailleurs dans le monde, on crée des thèmes spécifiques pour des villes spécifiques. Par exemple, la ville lumière à Lyon, on sait tous que les jeux vidéo actuellement, c'est d'actualité. Donc on a créé la ville lumière pour intégrer les jeux vidéo la nuit. Donc là, The Art of Night à Helsinki, The Night of Museum à Munich, par exemple, The White Night ou les nuits blanches à Paris ou à autres. Et aussi les nuits des sciences, ce qui est très important, c'est là où on fait tout ce qui est, comme par exemple journée d'études, conférences, etc. On les fait la nuit plutôt que la journée. Donc, on se pose la question, quel est le rôle de l'éclairage public dans l'urbanité? Là, je vais parler un peu d'un penchant que j'ai pour le design urbain. D'ailleurs, je suis très très contente de voir certains de mes étudiants ici, qu'on a formés en département d'architecture, qui étaient formés dans la coloration design urbain ou architecture urbaine. Donc, qu'est-ce que réellement peut porter l'éclairage public? En jouant tant sur le mobilier urbain que sur l'éclairage lui-même, avec bien sûr certaines spécificités, on peut créer non seulement une vie sécurisée, mais une vie animée. Et là, la personne, elle va se sentir plus, elle va s'approprier plus son espace public. Parce que nous, on a un problème d'appropriation, il faut le dire. Il faut quelque part l'avouer. Par exemple, ils nous disent, voilà, tout à l'heure on parlait du haush, ce qui est à côté de chez nous, on l'appelle haush, mais au final, on ne sent pas qu'il nous appartient. Lorsque vous êtes dans un espace public ou dans un parc ou un jardin public, est-ce que ce jardin vous appartient? Et s'il vous appartient, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça la question. Donc, est-ce que réellement, cette appropriation est réellement physique? C'est-à-dire que vous jetez par les ordures, etc., tout ça, mais aussi, est-ce que l'éclairage public peut apporter une certaine appropriation ou aider à s'approprier son espace public? Donc, on voit bien ces exemples où on aménage un espace public, on met des lumières, on met de l'éclairage, et on essaye non seulement d'attirer l'habitant ou le citoyen, mais aussi de lui faire comprendre que c'est son espace à lui, donc il peut s'épanouir dedans et il doit le protéger quelque part. Donc, pour la ville de Béjaïa, il faut savoir que c'est une ville très ancienne, bien sûr, comme vous connaissez. Je ne vais pas ajouter beaucoup d'informations là-dessus. Je suis sûre que vous savez tous toutes les 1001 facettes que Béjaïa a. Et parmi les 1001 facettes, il y a Béjaïa la nuit.
Donc quelque part, on se pose la question. Là, c'est déjà la journée, on aime bien, on visite, il y a des tourismes, surtout dans la saison estivale. Il y a beaucoup de, on va dire, de dire sur la ville de Béjaïa, et on se pose la question sur la ville ou la vie nocturne à Béjaïa. Sur l'année en général, il n'y a pas beaucoup de vie ou d'activité nocturne à Béjaïa. Nous avons 2 saisons quelque part, ou 2 points focaux. Nous avons la saison estivale parce qu'il y a les touristes qui viennent et qui aiment bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi personnellement quand je suis en tourisme je dors moins. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien profiter au maximum d'une semaine que j'ai de vacances ailleurs, dans une autre ville. Je profite au maximum et ça serait intéressant de voir la facette de cette ville la nuit, parce que c'est totalement différent. Donc la saison estivale. Le deuxième point, ou quelque part la deuxième période, c'est le ramadan. Le ramadan, les gens ils ne dorment pas jusqu'au soir, donc ils sortent, ils font il y a des événements, des fois ils font le ftour jama'i, etc. Ils font Sahara, etc. Et on se pose la question, Béjaïa la nuit est-elle vivante uniquement dans ces 2 périodes? Donc pourquoi? Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème bien technique quelque part où on peut apporter une solution technique, voire de l'éclairage, etc. Ou bien c'est un problème de culture nocturne? Bien sûr, on a besoin de dormir, mais des fois, on a besoin aussi de se recréer, de voir un petit peu la vie autrement, plutôt que le stress du travail. Donc là, la nuit à Béjaïa, comme je vous ai dit, sauf durant le mois de Ramadan et les saisons estivales, que nous avons un petit peu une petite vie nocturne à Béjaïa. Et ceci est conditionné par 2 conditions très majeures, très importantes. La première, c'est l'éclairage public, et la deuxième, c'est bien sûr les transports en commun. Parce qu'il faut savoir que les transports ils jouent un rôle très très important lorsqu'il s'agit du tourisme nocturne. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut rajouter pour un petit peu ces 2 piliers, en jouant toujours sur la question de sécurité qui est très importante lorsqu'il s'agit de la vie nocturne. Donc le constat qui a été fait, c'est quoi? C'est quelque part on retrouve que dans l'éclairage public, les grandes artères de Béjaïa sont bien éclairées. Quand je dis bien éclairées, voir est-ce qu'il y a un plan ou pas, plan d'éclairage. Donc c'est la bonne question qui se pose. Là on interpelle bien sûr les collectivités locales, les acteurs de la ville à réfléchir sur ça, parce qu'on va revenir sur la stratégie un petit peu proposée. On trouve que les grandes artères ils sont éclairées. On trouve aussi que certaines, voire artères marchandes ou boulevards marchands, comme surtout ceux qui ont les grandes boutiques, on va voir, ou les boutiques de marque, etc., ils sont éclairés, mais cet éclairage-là est fait de manière privée. C'est-à-dire que c'est le privé lui-même qui prend l'initiative d'éclairer sa boutique. Comme ça, il va attirer l'attention, il va attirer le client. Mais on se pose la question, cette façade que vous avez éclairée, monsieur le propriétaire de la boutique, est-ce qu'elle vous appartient? C'est là la question. Est-elle une propriété privée ou une propriété publique? Et là, les acteurs de la ville, ils doivent se mettre d'accord sur une chose. Si on doit travailler la vie dans la ville, que ce soit en jour ou en nuit, on doit définir tout ce qui est public et tout ce qui est privé et essayer d'intégrer cette, on va dire, cette culture du public et du privé à tous les citoyens et les acteurs de la ville. Et quelque part, lorsque je veux, par exemple, habiller ma boutique en lumière, je dois peut-être me conformer à un certain plan qui va un petit peu créer une harmonie, qui va créer un plan touristique qui va un petit peu attirer les touristes, qui va attirer les gens. Donc on peut par exemple voir tout ce qui se fait, je vais donner la galerie, enfin le boulevard ou l'artère la plus connue sur Paris, les Champs-Élysées. On se demande, surtout en période de fête, le plan d'éclairage a-t-il été réfléchi, ou bien tout le monde se met à éclairer ses boutiques ou à éclairer ses façades comme il veut. Donc c'est un peu ça la question qui se pose et le constat qui a été fait. Donc l'importance de la réflexion sur ça, elle émane un petit peu de l'importance du tourisme nocturne dans la ville de Béjaïa, voire en Algérie en général. Donc là, je vais vous donner un peu un cheminement de stratégie simple et efficace, mais quand on dit simple, ça ne veut pas dire facile. C'est un peu le contraste.
Donc la première des choses, c'est bien sûr, quand on dit tourisme nocturne, on dit transport en commun. Donc on doit quelque part revoir les plages de transport public. Donc ça c'est de 1. Le deuxième des choses, c'est le développement de ces transports spécifiques, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des transports publics, il faut avoir une multimodalité de ces transports. Parce que quelque part, les bus, est-ce que c'est le seul transport qu'on peut avoir? Et la question se pose là, on peut travailler sur tout ce qui est, par exemple, tramway, tout ce qu'on parlait tout à l'heure de Madame Al-Kiwa a parlé par exemple du vélo, quelque chose qui est très importante et très intéressante, qui peut se développer facilement en Algérie si on voulait faire un plan de circulation. Donc là aussi, on peut aller à la création d'une atmosphère plus sécurisante en utilisant plein d'astuces. Voir l'éclairage public intensifié et utiliser un éclairage public bien sûr étudié. Et là, je voudrais revenir sur certains points. On va en parler tout à l'heure lorsqu'il s'agit des 3 acteurs un petit peu de l'urbanité. Donc le mobilier urbain lumineux et créatif, parce que par exemple le design urbain actuellement c'est quelque chose qui peut émerger très bien en Algérie. On peut travailler sur le design urbain. Vous avez parlé tout à l'heure du lampadaire qui est sous forme de Sophie. Derwish, pardon, d'un Derwish, et je me pose la question, est-ce que c'est en relation à la culture Sophie en Algérie, plus précisément à Béjaïa, ou bien c'est juste réfléchi de manière à ce qu'il y a, techniquement parlant, il y a lumière d'un côté et de l'autre, sans pour autant toucher à l'aspect esthétique de manière un petit peu agressive. Donc là aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire lorsqu'il s'agit de la créativité de l'éclairage public et bien sûr du mobilier urbain. Parce que l'éclairage public, on a tendance à réfléchir à l'éclairage public directement les lampadaires et les poteaux, ce qu'on appelle chez nous les poteaux. Alors, est-ce que l'éclairage public c'est que ça? C'est que ça. Alors que réellement l'éclairage public, il va au-delà de tout ça. Il peut être intégré dans le mobilier urbain, il peut être intégré dans tout ce qui est bâtiment, surtout monuments historiques. Il y a même actuellement ce qu'on trouve dans les sur le sol, voilà. Donc sur le sol, qui peut un petit peu donner plus, vraiment plus aux piétons. Parce que là, les villes, elles sont devenues, comme vous le savez, elles sont devenues des villes pour les voitures et non pas des villes pour les piétons. Donc il faudra aussi réfléchir à plein de dimensions. Création d'un plan d'éclairage bien réfléchi et spécifique à chaque ville et chaque situation. Par exemple, le plan d'éclairage que je vais faire, monsieur tout à l'heure a parlé du circuit touristique. Donc là, la question qui se pose, est-ce que je vais créer un plan d'éclairage qui soit le même pour le circuit touristique que pour le circuit marchand, que pour le circuit par exemple quartier ou habitation, etc. C'est là la réflexion totale et c'est là que vient le rôle je vais dire le rôle principal des maîtres d'ouvrage et des architectes et designers. Donc ensuite la gestion des lieux festifs, parce que il faut savoir que les lieux festifs posent problème. Est-ce qu'ils sont intégrés dans un milieu urbain bien intégré? Est-ce qu'ils sont excentrés? Est-ce que, par exemple, ils donnent plus de valeur à la fête elle-même? Par exemple, quand on fait certaines fêtes dans nos traditions, par exemple l'Innayer, on se pose la question où le faire réellement pour avoir une touche de Innayer lui-même. C'est ça la question. Donc là, et enfin, le point un peu crucial, que lorsqu'on fait tout ça, on doit intégrer la culture de la vie nocturne. Et quand on dit la vie nocturne, il ne faut pas avoir cette question de fête où je dérange mon voisin. Non, bien au contraire. C'est bien le contraire, c'est lorsque je fais la fête, je respecte mon voisin. Donc, y compris lorsque je participe par exemple à un événement ou une fête un petit peu urbaine, voir un petit peu un spectacle, etc. Ce spectacle-là va respecter tout l'environnement autour. Cette stratégie doit prendre en considération 3 personnes. Il faut savoir que l'urbanité, on a 3 parties. Il y a ceux qui combattent l'urbanité, ceux qui sont semi-partisans et ceux qui sont partisans. Ceux qui la combattent, c'est les dormeurs, comme moi, souvent. Il faut se reposer. On a une journée de travail. Il faut se reposer. Peut-être le week-end, on peut faire la fête, mais quelque part, la majorité des nuits, il faudra se reposer. Là,
il faudra réfléchir à un éclairage spécifique qui va jouer sur quoi? Qui va jouer sur une hormone bien spécifique qui est la mélatonine. La mélatonine, donc là, pourquoi cette journée elle m'a intéressée? Parce qu'au final, elle est vraiment pluridisciplinaire. Là, on peut appeler les biologistes, on peut appeler les médecins, on peut appeler beaucoup de personnes à faire ou à réfléchir sur certaines questions. Par exemple, comment l'éclairage public peut influencer certaines hormones, comme par exemple la mélatonine. Quel est l'éclairage qui peut, on appelle ça réguler les hormones ou l'horloge biologique? Actuellement, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués sur la lumière bleutée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle participe à la régulation de l'horloge biologique. Donc lorsque vous êtes, par exemple, vous faites un jet lag, donc vous êtes dans un pays et vous partez dans un autre, le décalage horaire. Donc quand vous faites un décalage horaire entre un pays et un autre, et là, vous vous posez la question comment on fait pour dormir. Il y a deux solutions. Soit vous jeûnez, le ramadan, il règle bien l'horloge biologique. D'ailleurs, c'est un des bienfaits du ramadan, sauf si vous faites la fête jusqu'au soir. D'accord. Deuxièmement, il y a la lumière bleutée. Donc, si vous êtes en contact avec la lumière bleutée, elle va aider à réguler votre horloge biologique. Ensuite, il y a la lymphothérapie ou la thérapie grâce à la lumière, parce qu'elle aide aussi à réguler les hormones du corps. Donc, imaginez avec moi tout ce qu'on peut faire pour aider les dormeurs à mieux dormir, en utilisant le mode silencieux, tranquille. Voilà. Là, ensuite, on a les deuxièmes acteurs qui sont les semi-partisans. Ceux qui sont partisans, mais des fois à contre-cœur, parce qu'ils travaillent tout court. Ils sont obligés de travailler, donc ils sont là, ils sont partisans, mais semi-partisans. Donc là, on utilise un éclairage spécifique qui est en mode motivation. Il faut savoir que la lumière, elle peut motiver en augmentant la dopamine, qui est l'hormone un petit peu du bonheur et de la motivation. Donc on peut travailler sur ça. Et au final, pour ceux qui sont très partisans, qui sont les fêtards, donc on utilise un éclairage bien spécifique en mode fête qui peut attirer quelque part et qui peut aider certaines personnes à terminer la soirée. Parce qu'au final, on peut bien sûr jouer sur certaines hormones comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour conclure, même si l'urbanité présente des défis pluriels, parmi ces défis, les énergies renouvelables, qui est un défi majeur, voire c'est le défi, le grand défi. Donc, par contre, il y a plusieurs solutions possibles, à savoir la biotechnologie, la bioluminance. Ça, c'est très intéressant parce qu'on utilise des espèces dont vous parlez tout à l'heure pour créer de la lumière, de l'éclairage public. Les énergies renouvelables, les systèmes économes d'énergie, tels que les LED, les automations, etc. Il faut savoir que cette dimension d'urbanité, même si elle a ses défis, il faudra la réfléchir parce qu'on ne peut pas lui échapper. Voilà. Merci à vous. Voilà. Madame, restez au public. Monsieur Bellaroui. Je suis le fondateur de Belux. Copiasse. Je tiens à vous féliciter. Tout à l'heure, je voyais vos photos, je me disais c'est le... Non, c'est le monsieur. Oui, Oui, c'est le vieux. C'est le monsieur. Alors, félicitations, très technique. Félicitations pour enrichir vos recherches. Je vous offre un livre sur les mémoires du tourisme de 1962-2018. Merci. C'est beaucoup de choses.